Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition des Rendez-vous de Togo Debout, l'édition du dimanche 27 novembre 2022. Comme vous le savez, le dernier dimanche de chaque mois, nous faisons un rendez-vous de Togo Debout pour vous expliquer l'actualité et puis traiter effectivement un thème spécifique concernant le Togo. Aujourd'hui, le thème principal est un rapport sur le Togo. Togo, une tradition de répression sur le rétrécissement de l'espace civique au Togo. Et l'intervenant sur ce sujet est Brigitte Améganvi. Donc le programme, dans un premier temps, vous verrez la revue de l'actualité togolaise du mois de novembre par Fovi Katakou. Et ensuite, nous rentrons dans le vif du sujet, qui est le thème de la tradition de répression par Brigitte Améganvi. À toi, Rodrigue, d'animer effectivement ce webinaire. Merci Karl, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous donc de ce webinaire qui va nous permettre, comme Karl l'a dit tout à l'heure, d'avoir une idée sur les grands sujets de l'actualité et aussi aborder le grand sujet du jour qui tourne autour de ce rapport rendu public par l'ONG Tournons la page sur la répression. Alors, Karl, je pense Je crois que oui, notre frère Rodrigue a des difficultés de connexion. Dans cette première partie, comme je vous l'ai dit, c'est Fovi Katakou qui va nous parler de l'actualité du premier il est revenu. de ce mois de novembre. Oui. Ça peut aller? Oui, ça peut aller, oui. OK. Alors, je disais donc, merci donc à toutes et à tous d'être à ce rendez-vous et je disais également qu'il revenait à Fovi Katakou de nous présenter les grands sujets en revue donc de l'actualité, les grands sujets qui ont marqué le mois de novembre 2022. Bonsoir tout le monde. Je suis Fovi Katakou de Togo Debout de Tournons la page. Pour le mois de novembre de l'année 2022, j'ai trouvé 5 sujets où après je vais parler spécialement de 2 sujets. Dans le mois de novembre, nous avons eu au Togo le recensement général de la population et il y avait eu le rapport de Tournons la page sur la tradition de répression au Togo et l'enterrement de Patrick Lawson. Il y a le football mondial, le mondial qui est actuellement, et la participation des équipes africaines. Et on nous annonce la construction d'une nouvelle prison civile de Lomé à Dalavé. Pour le développement des sujets, pour le sujet concernant le recensement, pour le recensement de la population, on a constaté une forme de réticence de la population par rapport au recensement. Et alors que, bon, quand on dit recensement, c'est un outil scientifique qui permet à tout dirigeant de pouvoir avoir une image de sa population sur les différentes catégories socio-professionnelles et de pouvoir déceler, d'identifier les besoins de sa population. Alors qu'aujourd'hui, l'accueil de la population par rapport aux agents recenseurs montre un projet profond entre les dirigeants et les dirigés. Donc, le Togo n'a plus confiance à ses dirigeants. C'est ce qui s'est traduit à travers cette réticence par rapport au recensement. Le rapport de Tournons la page, il y a notre grande sœur, Brigitte, viendra traiter ce sujet. Il y a aussi la question de la participation des équipes africaines au mondial et les éternelles défaites au mondial. Et pour ça, j'ai posé certaines questions qui doivent nous amener à faire certaines réflexions. Pourquoi nos équipes nationales de football nous présentent des résultats médiocres au mondial? Alors que malgré aujourd'hui que nos joueurs jouent aussi dans les mêmes équipes que celles des victorieuses. Le leadership footballistique dans nos différents pays est à revoir.
il y a aussi ce dans quoi nous croyons pour gagner un match de football. Quelle est notre conception de la victoire en football? En se basant sur nos équipes de quartier, lors de certains matchs, nous pensons que ce qui nous tue en Afrique est notre croyance à l'histoire de préparation mystique du football. Si on remet la victoire dans les mains d'une force mystique, comment peut-on décupler son énergie pour vaincre dans le jeu du football? Il y a aussi la manière dont nos joueurs se débrouillent seuls jusqu'à devenir des internationaux. Si les équipes qu'il y a 20 ans sont derrière nous et qu'aujourd'hui, elles arrivent à gagner au premier tour, alors que nos meilleures équipes africaines n'arrivent pas à manquer un seul but, malgré le niveau de nos joueurs, ça pose un sérieux problème de comment nous devons penser à construire l'esprit d'équipe gagnante. Si nos joueurs dans d'autres équipes étrangères produisent d'excellents résultats et qu'une fois au pays n'arrive pas à gagner, le problème est notre capacité à construire un système collectif compétitif gagnant. Pour y arriver, un travail sérieux doit se faire au niveau de notre mental. Nous devons revoir notre conception de la victoire. La victoire dans le football en Afrique doit sortir de l'œuvre d'une force mystique pour se reposer sur le travail, la discipline, la gestion mentale. La question de la prison civile de Lomé. Selon plusieurs rapports, la prison civile doit être fermée. Ayant fait l'expérience là-bas pour 9 jours, quand j'ai vu l'état dans lequel la prison civile est, quand j'ai vu les conditions de vie, moi, on ne m'a pas amené à l'intérieur, mais j'étais, pour question de Covid, on était resté un peu à la périphérie, mais j'ai vu là où nous allons pour nous laver, là où nous allons, là, comment nous mangeons, là où nous allons pour nous doucher. Donc, quand vous voyez tout cet endroit-là et les témoignages par rapport à ceux qui vivent dans les cellules à l'intérieur, montre que la prison civile de Lomé doit être détruite pour laisser la place à une nouvelle prison. Mais la question, certes, ils ont fait une déclaration qu'une nouvelle prison doit être construite à Dalavé. Ils ont déjà acquis le terrain, selon le ministre de la Justice. Mais est-ce que cette annonce ne va pas être encore une annonce à l'hôpital Saint-Pérengrin? Depuis des années, ils nous ont promis un hôpital moderne. Mais depuis là, on attend cet hôpital jusqu'à maintenant. Donc, pour nous, cette question d'une prison civile moderne, il va falloir que ceux qui dirigent fassent tout pour que ça puisse être lieu. Parce que la prison civile de Lomé, ce n'est pas... quand vous voyez la prison civile de Lomé, c'est comme un outil qui est là pour détruire la vie humaine. Ça ne peut pas permettre à l'individu ou bien aux citoyens qui, par infraction ou bien par quelque chose, rentre et va se rattraper pour se construire. Donc, pour nous, la question importante de la construction d'une nouvelle prison civile de Lomé, une nouvelle prison civile en remplacement de celle de Lomé, est très primordiale. Donc, je peux dire que pour ce soir, je vais m'arrêter ainsi. Merci donc à Fovi Katakou. Tu veux ajouter quelque chose, Fovi? Non, non, comme il y aura d'autres développements, je m'arrête ici, quoi. Ok, d'accord. Merci donc à Fovi Katakou qui nous a plongé dans l'actualité du mois de novembre en mettant particulièrement l'accent sur la participation des équipes africaines à la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a posé la problématique de l'improductivité, j'allais dire, de nos équipes et tout le monde a suivi à peu près le sujet qu'il pointe du doigt. Il nous a également conduit à Dalavé où il y a une promesse ou enfin une affirmation, on va dire, une annonce, oui, particulièrement concernant la construction d'une nouvelle prison civile à Dalavé. Et Fovi s'interroge si on ne chemine pas vers ou on ne tend pas vers un hôpital Saint-Pérégrin bis. C'est un peu ça les deux interrogations dans lesquelles Fovi Katakou nous laisse et ce qui va nous envoyer tout droit à notre aînée, Brigitte, si elle est là, parce qu'aujourd'hui, nous allons évoquer ce rapport, elle est là. Pour, voilà, j'allais dire mignonne, bonsoir. Bonjour, bonsoir.
Et donc, nous allons parler de ce rapport, tournons la page, qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Le Togo, une tradition de répression, comme à notre aîné Végéta Médiam. Très bien, bonsoir à tous. Vous avez dû écouter sur les différents médias des synthèses qui ont été faites de ce rapport. Et nous avons estimé qu'il était de notre devoir de vous le présenter. Vous le présenter non pas pour vous dispenser de le lire, mais il est réellement très important que tous les Togolais prennent possession de ce rapport et le lisent vraiment en entier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis dans le chat le lien pour le télécharger sur le site de tournonslapage.org. J'ai mis également déjà le téléchargement au format PDF et je vous mets également le lien vers le site de Tournons la page pour si vous avez envie de savoir ce qu'est ce mouvement que je vous présente brièvement. C'est un collectif d'organisations de la société civile implanté de 250 organisations au total, implanté dans 10 pays d'Afrique francophone pour le moment, et avec une coalition européenne dont l'association Synergie Togo fait partie. Et aux côtés d'autres organisations de la diaspora, telles que la diaspora gabonaise, les diasporas du Niger, etc. Donc, vous verrez sur le site de Tournons la page, il y a un certain nombre de productions de documents et on couvre véritablement à tour de rôle les différents pays. Vous aurez un rapport sur le Tchad, vous avez des rapports sur le Niger et c'était au tour du Togo réellement de faire l'objet d'une analyse approfondie de l'espace civique togolais. Et c'est ce rapport que nous vous présentons. Alors, en introduction, je vous dirai ce qu'est ce rapport et ce qu'il n'est pas. Ce rapport est un rapport de documentation des violations des droits humains. Donc, c'est réellement l'aspect documentation des violations des droits humains qui est mis en avant. Et ces violations des droits humains revêtent différents aspects. Un premier aspect qui est la répression, mais nous avons décortiqué également les mécanismes qui concourent à ce que cette répression s'enracine depuis si longtemps au Togo, c'est-à-dire le rôle que les forces armées jouent dans cette répression, le rôle également que la justice joue. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la justice, elle est là pour dire le droit, pour rendre justice aux citoyens qui sont des justiciables, mais malheureusement, au Togo, cette justice-là contribue également à l'exercice de la répression. Et nous avons également décortiqué le rôle que la représentation nationale, l'Assemblée nationale, joue en corsant des lois et en faisant des lois de plus en plus répressives et en étant quasiment au service de l'exécutif. À chaque fois que l'exécutif veut donner encore un tour de vis à l'espace civique, aux espaces de liberté, la représentation nationale est là pour voter des lois de plus en plus liberticides, etc. Et tout cela se perpétue et dure d'année en année, de décennie en décennie, parce qu'une impunité est garantie à l'ensemble des tortionnaires qui sont les auteurs de ces violations des droits humains. Alors, ce que vous ne trouverez pas dans ce rapport, tout simplement parce que déjà, pour cette première phase, c'était un travail très important de documentation, vous ne trouverez pas d'analyse sur le quatrième pilier de la dictature dynastique qui régente le Togo depuis bientôt 60 ans. Vous ne trouverez pas d'éléments de la mainmise et la prédation sur le système économique et social du pays,
Bon, parce que ça n'était pas l'objet et on ne peut pas tout faire en même temps. Et c'est aussi réellement tout un volet du régime qu'il faut décortiquer et il appartient à nous tous de le faire, mais comme Fauvi l'a suggéré tout à l'heure, vous voyez déjà l'impact de cette prédation. On nous a promis un hôpital de référence depuis maintenant 5 ans au moins, et la première pierre a été posée il y a plusieurs années, mais on n'en voit toujours pas. On ne voit toujours pas cet hôpital sortir de terre. Et moralité, il n'y a aucun, c'est réellement l'hôpital qui existait au moment de l'indépendance, qui est toujours l'hôpital de référence au Togo et qui est en soi quasiment un mouroir. Donc, nous reviendrons par la suite sur cet aspect de documentation de la prédation économique du pays. Alors, pour en revenir donc au rapport de documentation des violations des droits humains, je dirais que c'est un document qui fait 250 pages et qui s'articule en 3 parties. Il y a une première partie qui fait 65 pages à peu près de rapports proprement dit et de recommandations. Recommandations donc à destination des autorités togolaises, recommandations aussi à destination des partenaires internationaux du Togo, qui ont également leur responsabilité effectivement dans la situation que vit le peuple togolais, et également des recommandations à destination de la société civile elle-même, qui a aussi des choses à faire, ne serait-ce que pour poursuivre cet effort de documentation des violations qu'elle subit. Donc, 65 pages de rapports et de recommandations, 180 pages de documents, justement, parce que c'est réellement un rapport qui s'appuie sur des preuves concrètes, etc., que nous avons préféré inclure dans le rapport pour que ce rapport ne souffre d'aucune contestation. Et vous avez également cette page de notes et de références à des publications qui ont pu être faites par la suite et que nous avons utilisées également comme source, par exemple des publications d'Amnesty International, que ce soit sur l'utilisation des logiciels espions ou sur des hackers qui ont été recrutés par l'État togolais, effectivement, pour cibler certains opposants. Tous ces documents figurent dans le rapport et je vous invite réellement, vraiment à le lire. Donc, pour poursuivre la synthèse de ce rapport, j'hésite un peu à parler de synthèse parce que toute synthèse, finalement, d'un document aussi riche et aussi dense est forcément réductrice. Mais bon, il faut le faire et ce n'est pas pour vous dédouaner de l'effort à faire pour le lire. Donc, j'ai tendance à le synthétiser, je le disais tout à l'heure, en 3 points. Donc, le système de répression qui est en place depuis le PER d'ailleurs et qui perdure aujourd'hui. Le résultat de cette répression sur la période 2017-2022, c'est-à-dire qu'on a dû enregistrer les dernières violations des droits humains du mois de juillet-août 2022. Le bilan s'établit et c'est un bilan très prudent parce que en fait, toutes les violations des droits humains, lorsqu'elles ne sont pas pleinement documentées et qu'on n'a pas le nom de la victime et les circonstances de son arrestation, nous avons préféré mettre cela à l'écart pour que ce rapport ne souffre d'aucune contestation. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les communications qui ont été faites en présentation de rapport, vous trouverez toujours au moins 546 arrestations, au moins 18 manifestations interdites, au moins 10 réunions tenues dans des lieux privés empêchées, au moins 3 coupures et perturbations d'Internet et de réseaux sociaux, au moins 18 morts victimes des forces de défense et de sécurité. Alors, nous avons préféré effectivement jouer la prudence parce que ce bilan n'a pas l'ambition d'être
d'être exhaustif, et d'où un travail d'ailleurs qui peut se poursuivre de révision de ce bilan si on a des éléments, et le travail se poursuit d'ailleurs, si on a des éléments beaucoup plus, plus probants pour authentifier et certifier certains points. Et un point important qui est documenté dans le rapport également, ce sont les morts en détention. Au moins 9 morts en détention. En général, des suites des mauvaises conditions carcérales qui existent dans les prisons togolaises, et aussi souvent du fait des tortures que les détenus subissent lorsqu'elles sont arrêtées, et en général pour leur arracher des aveux lorsque ce sont des innocents qui ont été arrêtés. Et on note également, à ces 9 morts en détention, on note deux décès quelques semaines après la sortie de prison, soit de personnes qui étaient gravement malades en prison et qu'on a libérées parce qu'on savait que l'issue serait fatale, ou bien le décès tout à fait incompréhensible du journaliste Joël Ega après une dizaine de jours passés en prison. Donc voilà ce bilan macabre et lourd qui recouvre la répression des manifestations, qui recouvre les arrestations arbitraires, qui sont, vous l'avez tous constaté, que ce soit pour l'arrestation de Madame Adjamagbo ou de Monsieur Jossou, qui a été enlevé en pleine ville à Lomé. Ils sont de plus en plus des arrestations préventives maintenant, puisque depuis que le ministre Gilbert Pawara a dit qu'il n'y aura plus jamais de 19 août 2017 au Togo, dès qu'ils sentent que voilà, il y a un groupe qui pourrait envisager de déposer une demande d'autorisation de manifester, et on fait tout pour voilà, empêcher ce groupe d'agir, parfois en les arrêtant de manière préventive, comme cela se fait de plus en plus maintenant. On note également, mais vous en avez conscience, une entrave à la liberté de la presse et un retour à la criminalisation de la presse. Vous souvenez-vous, le nouveau code pénal de 2015 avait confirmé la décriminalisation du délit de presse. Et c'est vrai que lorsque ce nouveau code pénal avait été publié, il y avait eu un moment d'hésitation. On se demandait si ça remplaçait le code de la presse qui existait auparavant et qui était relativement favorable aussi, etc. Bon, par la pression du Comité des droits de l'homme de l'ONU, le gouvernement a été obligé de confirmer que, effectivement, le délit de presse ne pouvait plus faire l'objet de sanctions, ne pouvait plus être puni par des peines de prison, mais ils ont trouvé l'astuce maintenant, qui est que cette décriminalisation concerne uniquement les journaux papier publiés et faisant l'objet d'un dépôt légal, et que, en revanche, toutes les informations sur les réseaux sociaux, toutes les émissions, etc., ne bénéficiaient pas de ce statut-là, et c'est justement par ce biais-là que Joël Ega et Ferdinand Haïté ont été arrêtés pour des propos tenus au cours d'une émission télé. Donc, censure des médias également, coupure Internet, bien que le Togo ait signé un protocole de 2017, pardon, qui, au titre du droit à l'information, interdit toute coupure Internet, etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Togo a été condamné par le Comité des droits de l'homme de l'ONU au
au titre des coupures d'Internet qui ont eu lieu en 2017. Mais effectivement, il y a une nouvelle disposition de loi qui renforce effectivement comment dire, la censure des médias. Et ce qui est certain aujourd'hui, si vous observez bien le paysage politique togolais, vous constaterez que l'autocensure est de retour de manière flagrante. Et même les administrateurs sur les réseaux sociaux sont rendus responsables des commentaires qui sont publiés sur les différentes plateformes. Donc, du coup, les gens sont retournés vraiment dans des situations d'autocensure qui, moi, me rappellent la chape de plomb qui pesait sur le Togo dans les années 70 et 80, avant la conférence nationale. Voilà. Alors, l'instrumentalisation donc ça, c'était un premier point au titre de la répression. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le rapport a été effectivement intitulé « Une tradition de répression ». Le point sur l'instrumentalisation de la justice et de l'Assemblée nationale, vous avez tous vu que à la suite de la déclaration du ministre Gilbert Bawara, qui était porte-parole du gouvernement, je crois qu'il l'est toujours d'ailleurs, à l'époque, disant qu'il n'y aura plus jamais de 17 août au Togo, 19 août, pardon, au Togo. Parmi les premières lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale monocolore qui s'est mise en place après les élections de 2018, l'une des premières lois, c'était d'amender la loi sur les manifestations publiques de 2011, dite loi Ojona, qui a été donc jugée trop permissive et sur lequel il y a eu un tour de vis qui a été donné, un tour de vis liberticide. Et ce sont des actes de ce genre qui nous font dire que, effectivement, même l'Assemblée nationale contribue maintenant à la restriction de l'espace civique. Et au titre des amendements qui ont été apportés à cette nouvelle loi, d'une part, on est passé d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation maintenant. La responsabilité du traitement des déclarations de manifestation a été retirée aux mairies et est confiée maintenant au ministère de l'administration territoriale et au préfet, enfin les représentants du ministère de l'administration territoriale, c'est-à-dire les préfets, lorsqu'il s'agit de manifestations à l'intérieur du pays. Et maintenant, comme il s'agit d'un régime d'autorisation, le ministère a tout à fait le droit d'autoriser ou non les manifestations publiques. Et vous constaterez que pendant une longue période, pendant toute la période Covid, la pandémie était le prétexte utilisé pour interdire, pour refuser donc, de délivrer les autorisations. Et depuis peu, c'est l'état d'urgence sanitaire dans la région des savanes, puisque c'est en fait la seule région des savanes qui est sous état d'urgence sécuritaire, pardon, qui sert de prétexte pour interdire les manifestations dans la région maritime à Lomé, ce qui est absolument incroyable. Et pourtant, pendant le même temps, le parti au pouvoir et ses affidés peuvent, ses fidèles peuvent faire des manifestations comme si la situation sécuritaire ne les concernait pas ou qu'eux étaient exemptés de toute menace terroriste dans le pays. L'instrumentalisation de la justice, vous vous souvenez, bon, c'est vrai que le rapport couvre la période à partir de 2017, mais vous vous souvenez tous du rôle trouble que la justice a joué dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé.
où le procureur de la République a quasiment été celui qui entraînait des jeunes qui ont été raflés pour leur dicter le message qu'ils devaient délivrer comme témoins à charge des innocents qui ont été arrêtés et emprisonnés. Et enfin, il y a un fameux procureur de la République qui, en général, est toujours désigné et qui vient faire des mises en examen lorsque les innocents sont arrêtés. Et chose curieuse également qu'il faut mentionner dans le rôle trouble que joue la justice maintenant, c'est que, et c'est évoqué dans le rapport, un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées, et c'est le cas des jeunes de Nubweke qui ont fait passer des mois et des mois en prison sans jamais avoir été jugés. Même les dernières arrestations des cadres de partis politiques, des leaders de partis politiques, que ce soit au régiment, les responsables de la DMK, lorsqu'ils sont arrêtés de manière arbitraire et injuste. Bon, ils sont détenus d'abord au SCRIC pendant plusieurs jours, et puis ensuite certains d'entre eux sont déférés en prison préventive. Souvent, il n'y a pas de procès. Ben, c'est vrai que c'est en travaillant sur le rapport que je me suis vraiment aperçu que même les jeunes de Nubweke n'ont jamais été jugés. En fait, en revanche, quand on les libère avec un contrôle judiciaire obligatoire, et c'était le cas également dans les incendies des marchés de Lomé, les personnes qui ont été arrêtées, qui ont passé des années en prison, n'ont jamais été jugées. En revanche, tous ont été libérés au profit des différentes négociations, des accords entre le gouvernement et l'opposition, sont libérés, mais libérés toujours sous contrôle judiciaire, ce qui fait que la liberté d'aller et venir, qui est garantie par la Constitution et qui est garantie par tous les instruments de déclaration des droits de l'homme, ces personnes sont privées en fait de liberté par un contrôle judiciaire absolument absurde qui fait qu'à chaque déplacement, surtout quand ils doivent passer les frontières, ils sont obligés de se présenter devant le juge, de demander une autorisation de sortie. Le juge est libre, il refuse ou il accepte de leur donner l'autorisation, alors que ce sont des personnes qui ont été arrêtées arbitrairement. Et on a réellement l'impression que la cause de ces arrestations, c'est justement de maintenir ces personnes dans une prison à ciel ouvert et de les empêcher de sortir, de les priver de leur liberté de circuler. Alors, tout cela se fait, et vous comprenez bien qu'avec cette implication de la justice elle-même en tant qu'instrument de la répression, l'impunité est garantie à toutes les personnes convaincues de violation des droits humains. Et ça, depuis toujours. Si on devait faire le décompte avant 2017, que couvre le rapport, vous le savez tous, les auteurs du coup d'État de 1963 qui a coûté la vie au père de l'indépendance, toujours pas eu de procès, toute une série de faits qui ont été relevés dans les années, jusqu'aux années 90 à la conférence nationale, les morts de la lagune de Baie, etc. Jamais eu de procès ni de condamnation. Et pourtant, la conférence nationale avait fait un travail, avait listé les noms des coupables, etc. Ils n'ont jamais été inquiétés. Un peu plus loin, c'est l'attaque de la primature, n'en parlons pas. L'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005 avec la masse d'assassinats documentés par le rapport d'établissement des faits de l'ONU avec réellement liste nominative des personnes impliquées dans ces
ces tueries, jamais inquiété. Alors, de temps en temps, maintenant, même dernièrement, quand il y a eu la période de couvre-feu au titre du Covid, des personnes sont sorties de chez elles pour aller faire leurs besoins. Il y a eu des assassinats. À chaque fois, bon, maintenant, de plus en plus, maintenant, comme on est sous le regard des commissions de défense des droits humains, on vous dira qu'il y a eu des sanctions disciplinaires qui ont été prises contre tel et tel, mais bon, difficile de vérifier si c'est exact. En tout cas, aucune suite judiciaire n'est donnée à ces n'est donnée à ces violations graves des droits humains. Même des plaintes qui ont été déposées, et on a reçu Maître Zesajavon dans ce webinaire, il a, avec l'aide du CACID, je crois, déposé quand même un certain nombre de plaintes auprès des tribunaux togolais, jamais de suite. Et c'est justement lorsque ces plaintes restent sans suite pendant plusieurs années que les victimes peuvent saisir les tribunaux internationaux, tels que la Cour des droits de l'homme de la CEDEAO, qui a pu rendre quelques procès, qui, à la suite de quelques procès, a pu décider d'indemnisation de certaines victimes, mais c'est vraiment un nombre infime par rapport à la masse des victimes de cette dictature. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment et plutôt vous laisser la parole pour qu'on passe aux questions et au point que vous souhaiterez que l'on approfondisse de ce rapport. Voilà, je vous remercie de votre attention. Désolée, ça a été un peu long, mais c'est vraiment, le rapport est très, très dense et je vous invite sincèrement à le lire. Voilà, Rodrigue, je te repasse la parole. Je ne sais pas si Rodrigue a été coupé, mais apparemment, on ne l'entend pas. Merci Brigitte pour cette première partie concernant le rapport de TLP. Comme Brigitte vous l'a dit, vous pouvez télécharger le rapport. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le distribuer à tous les interlocuteurs, les intervenants, la presse, ceux qui sont intéressés par la chose togolaise, d'être au courant effectivement de ce qui se passe réellement au Togo et le bilan qui est fait par ce rapport depuis le 19 août 2017 jusqu'à nos jours, sans oublier qu'il y avait d'autres rapports qui existaient, la stratégie de la terreur, si vous pouvez effectivement retrouver ce document-là, qui est un document qui parlait vraiment de la période post-Faure Gnassingbé, qui concernait effectivement la période du dictateur Gnassingbé, tous les crimes qui ont été commis au Togo. N'hésitez pas également à aller consulter le rapport de l'ONU suite au massacre et au triple coup d'État réalisé par Faure Gnassingbé en 2005. Donc, il y a suffisamment d'éléments qui existent sur le Togo qui vous permettront de pouvoir discuter, de faire un plaidoyer auprès des différents interlocuteurs qui veulent savoir exactement quelle est la nature de ce régime qui se masque sur plusieurs formes, comme vous le voyez au Mali. Faure se fait passer pour effectivement un pacificateur, un intermédiaire, comment on appelle ça, un intermédiaire, disons, équilibré pour résoudre la crise malienne, alors qu'au sein même de son pays, au sein même de la région, il est effectivement quelqu'un qui ne respecte aucune des règles, même celles qui se sont fixées ou celles qui ont été fixées par la CEDEAO. J'ai une main qui se lève. Rodrigue n'est toujours pas là, donc j'ai une… Carl, oui, effectivement, on a perdu Rodrigue, je pense, et effectivement, il y a deux mains actuellement. Donc, on va prendre ces deux premières questions. Alors, nous avons d'abord Jordan. Donc, Jordan, je vais te demander d'ouvrir ton micro pour poser ta question, s'il te plaît.
Allô, Vas-y, bonsoir à Jordan. tout le monde. Oui. Oui, en fait, moi, je voulais poser une question. On entend dans les églises, que l'opposition est de mèche avec le gouvernement. J'aimerais savoir quelques éclaircissements là-dessus. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour la question, Jordan. J'espère que Karl ou peut-être Brigitte pourront y apporter des réponses, même si ce n'est pas vraiment le sujet. Je vais donner maintenant la parole à Naïbet. Je vais vous demander d'ouvrir votre micro. Oui, je vous remercie. Bonsoir, Madame Vigée et Madame Amegavi. Bonsoir à tout le monde. Ma question se porte sur deux volets. Il y a environ 2 ans que au CMT a eu des recommandations en ce qui concerne la prison civile de surpeuplement et aussi les mesures sanitaires qui ne sont pas adéquates et qu'il y a des recommandations que l'État devrait fermer ces prisons ou du moins se revoir les conditions de vie de nos frères qui sont d'autres arbitrairement détenus là-bas. Est-ce que les partis politiques ou le parti politique que vous êtes, vous avez des actions en ce qui concerne ces recommandations en s'appuyant là-dessus? Maintenant, le deuxième, nous avons appris ce soir que, et nous le savions à travers les réseaux sociaux et les journaux, qu'il y a des mesures sécuritaires dans la savane, bien sûr. Mais je pense que dans la maritime, nous n'avons pas, ou dans la région du central, il n'y a pas ces mesures sécuritaires. Cela, est-ce que vous ne pouvez pas, dans des milieux reculés, commencer par aller à la sensibilisation des populations en essayant déjà de leur expliquer ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps? Merci. Merci beaucoup, Naïbet. J'aimerais quand même préciser que Togo Debout, où nous sommes ici, n'est pas un parti politique, hein, c'est plutôt un mouvement de la société civile. Mais je pense que Karl ou Brigitte, encore une fois, reviendront sur cette précision-là. Et je pense que dans sa question, il voulait parler de l'OMCT, Organisation mondiale contre la torture, qui a régulièrement des rapports et qui fait des revues périodiques sur la question des droits de l'homme dans le monde, dans les différents pays. Alors, maintenant, merci, je vais Elom. demander… Oui, je suis revenu. Merci. D'accord. Je peux prendre la main? Je donne la parole. Oui, je donne juste la parole à Charles Cuist et je te laisse la main. Ok, d'accord. Donc, doyen Cuist, je vais ouvrir mon micro. J'ouvre mon micro pour parler à Brigitte. Bonsoir d'abord et bonsoir Karl. Vous m'entendez, je crois, je suppose. Oui, on t'entend. Très bien. OK. Ben, c'est un véritable exposé très dense qui nous raconte les avanies de ce régime que nous vivons depuis très longtemps. Et ma préoccupation est celle-ci, c'est-à-dire que tout ce que vous dites, et vous dites si bien avec des détails, avec des preuves, nous le devinions, nous le connaissions déjà. Et que toute cette violence, en fait, est une violence voulue et montrée. Rappelez-vous, il y a presque 30 ans, Claude avait fait, et Claude et d'autres avaient fait un petit livret sur la stratégie de la terreur. Et c'est celle qui continue jusqu'à ce jour. Donc, on vit dans un système de stratégie de la terreur qui se manifeste à plusieurs niveaux. La prison civile en est un, la justice en est d'autres, et les arrestations arbitraires en sont d'autres, mais on est toujours dans ce régime de stratégie de la terreur. Et ma question que je pose est celle-ci. Si on se trompait de combat politique, si notre problème n'était pas plutôt un problème de psychologie et pas du tout de politique,
je m'explique 2 minutes, si tu me laisses 2 secondes, Karl, que je m'explique, que nos jeunes puissent comprendre. Si on estime que Eyadema et fils ont acté que le Togo est un territoire que la France leur a donné pour les services rendus, et que la contestation, et que Eyadema père a légué à sa famille, etc., donc c'est un legs, et que la contestation de ces legs équivaut à un vol, et que la violence contre ce vol est légitime, est-ce qu'on ne se trouve pas dans un problème difficile à régler? Nous parlons de droit, nous parlons de rapports, de paroles, de choses, et eux voient un problème de on veut nous arracher quelque chose qui est à nous. Enfin, c'est juste voilà, quelque chose qui me vient à l'idée quand je t'écoutais, quoi. Je t'écoutais, je dis, mais tout ce que tu dis, bien sûr, c'est tout à fait étayé. Il faut des choses, des preuves, mais on pouvait le deviner et nous autres, on le savait plus ou moins déjà. Et je me dis, si le combat était tout autre, si ces gens étaient convaincus qu'on voulait leur arracher un legs, et pourquoi pas? Et on a tous des témoignages plus ou moins qui corroboraient cette hypothèse, entre guillemets. Voilà, c'est un commentaire et une question en même temps, mais je crois que tu me comprends à demi-mot. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Merci donc à Charles Custe pour la question. Je crois qu'on a pris bonne note. En attendant que Brigitte et Karl ne viennent répondre à ces 2 questions, il y a d'autres, mais je crois avoir entendu parler de manifestations à l'intérieur du pays. Je peux juste dire que moi, je suis revenu fraîchement de l'intérieur du pays. J'avoue que ça n'a pas été trop facile pour moi. Heureusement qu'on ne dira pas aujourd'hui qu'on m'a arrêté, même si je suis un peu passé par là, puisque j'étais justement en train d'échanger avec des camarades défenseurs des droits de l'homme au CHR de Dapaon, et c'est la gendarmerie qui a débarqué et on nous a conduits au bureau du préfet. Il paraît que j'étais filé depuis Lomé et qu'on voulait savoir le pourquoi j'étais à Dapaon. J'ai tenu à expliquer que je suis un citoyen. Moi, j'ai des amis un peu partout. Ça fait longtemps que je ne suis plus allé à Dapaon. Je suis justement venu et quand j'ai souhaité rencontrer mes amis pour échanger un peu et tout, mais le préfet m'a dit que la prochaine fois que je voudrais venir à Dapaon, que j'écrive au ministre de l'administration territoriale pour l'informer. Et s'il est d'accord, les dispositions seraient prises pour m'assurer un bon séjour, auquel cas qu'il me conseille de retourner à Lomé. Et quand je suis arrivé à Kara, je vous avoue qu'on dirait que c'est une république dans une autre république. Et ce soir même, on était sur la piste d'une formation à l'endroit des jeunes à Titogon. Je vous assure que le maire qui a accepté, depuis plus d'une semaine, les échanges ont duré. Pas plus tard qu'hier, il a eu à rencontrer nos représentants sur place, mais aujourd'hui, à quelques heures, on a déjà amorcé les préparatifs, mais le maire nous signifie qu'il faut écrire au ministre de l'administration territoriale pour une simple formation des jeunes. C'est juste pour vous dire ce que c'est que le Togo et ce qu'est devenu la fameuse loi Bodiona qui est devenue loi Bokwesi et cette triste réalité sur le terrain. Merci, je laisse Karl et Brigitte pour répondre aux 2 petites questions posées. Il y a eu la question effectivement de Jordan sur lequel j'aimerais qu'on fasse un tour de table à la fin quand Brigitte aura terminé sa session pour ne pas mélanger les 2 problématiques. Hein. Si j'ai bien compris, Jordan nous parle effectivement de la sortie de Bawara. Brigitte, je te laisse finir les autres questions qui sont plutôt plus ciblées sur la problématique de ce jour-là. Et à la fin, chacun d'entre nous, moi j'interviendrai et vous donnerai mon point de vue par rapport à Togo Debout, Brigitte ou autres personnes, ou Fovi Katakou, qui sont sur le terrain, auront tout loisir, ou même toi-même, Rodrigue, ou d'autres personnes auront loisir, effectivement, de donner leur point de vue par rapport à ce que je considère comme une attaque de l'opposition. D'accord. Oui, merci de me redonner la parole. Je vais commencer par effectivement la question de Naïbété.
sur effectivement ce qui se passe dans la région des savanes. C'est vrai que c'est une question très, très préoccupante. Et la chape de plomb qui existe sur l'information du Togo est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, la population n'est pas informée de ce qui se passe là-bas. Moi, j'avoue que lorsque j'ai eu quelques informations sur le drame que vivent les populations qui ont été déplacées à la suite des toutes premières attaques terroristes de cette année, j'étais fondamentalement retournée. Vraiment très perturbée parce que voilà des gens qui ont été… voilà, je ne sais pas si les forces de l'ordre ont voulu faire exprès de vider complètement ces zones-là de leur population pour pouvoir mieux affronter les terroristes ou s'il y a d'autres intentions qui étaient derrière cette évacuation. Mais les populations sont parties, chacun s'est débrouillé un peu comme il pouvait pour loger chez des parents quand il y en avait, pour être accueillis par des bonnes volontés dans les grandes villes, sans qu'il y ait la moindre mesure qui soit mise en place pour les accueillir. Au niveau donc de l'aide humanitaire, c'était vraiment, il n'y avait rien. Moi, je me suis interrogée parce qu'en général, en matière d'aide d'urgence comme ça, c'est la Croix-Rouge qui prend en charge les déplacés. Je me suis laissé dire que la Croix-Rouge togolaise était empêtrée dans des querelles de qui contrôlerait, qui gérerait le budget, etc., et qu'elle était quasiment inexistante. Et ces personnes ont été déplacées à un moment où c'était la saison des pluies, et c'est en général à cette saison-là qu'ils cultivent leurs champs, qu'ils plantent, qu'ils sèment. Donc ça voulait dire que vraiment pour toute la récolte de cette année, malheureusement pour ces populations, c'est raté. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ont pris le risque de retourner chez elles contraintes et forcées parce qu'elles ne voyaient pas d'issue à la situation qui était la leur. Donc c'est vraiment une situation très, très, très préoccupante de personnes complètement abandonnées à elles-mêmes, sans aide humanitaire, et c'est réellement triste. Maintenant, oui, sensibiliser les populations sur ce qui se passe vraiment dans les savanes, c'est une urgence. Sensibiliser également les autres régions sur le risque terroriste, c'est aussi nécessaire, mais moi, je préférerais qu'on fasse la sensibilisation en remontant aux sources fondamentales du terrorisme, qui est cette misère ambiante, cet abandon de pans entiers de la population, privée de tout, sans ressources, sans l'aide minimale, avec des jeunes qui sont sans emploi, sans revenus et qui finalement n'ont pas d'autre alternative à part partir en exil. Et vous voyez tous quand les loto-visas, etc., lancent leurs appels, les queues qu'il y a pour quitter le Togo, ou alors dans les régions où les terroristes sévissent, c'est de la main-d'œuvre bon marché qui permet de renflouer leur rang, quoi. Donc, oui, tout le monde sait qu'il faut une solution sécuritaire contre le terrorisme, mais la meilleure solution, et tout le monde le sait maintenant, c'est quand même la prévention en les privant de leur source de recrutement et en faisant en sorte que les jeunes qui alimentent leur rang puissent avoir des alternatives pour vivre. Et voilà. Bon, ce disant, je tenais à faire une mise au point quand même. Il y a encore des Togolais, beaucoup de Togolais qui me confondent avec ma sœur probablement. Mais là, je parle au nom de le rapport, je parle au nom de Tournons la page, dont Synergie Togo est membre.
au sein de Tournons la page, il n'y a que des organisations de la société civile, rien à voir avec les partis politiques, et nous ne sommes pas membres d'un parti politique. Nous faisons un travail d'organisation de la société civile, donc non partisan, mais c'est un travail qui concerne tous les citoyens, puisque moi je considère que tous les citoyens, hors les corps constitués, je le disais dans un précédent webinaire, les corps constitués, c'est-à-dire l'armée, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, nous faisons partie de la société civile et c'est donc de notre devoir d'œuvrer dans les différentes organisations dans lesquelles nous sommes engagés pour que cet espace civique, qui est notre espace commun à tous, puisse rester libre et ouvert pour que chacun puisse effectivement jouir de ses droits de citoyen que la Constitution lui garantit. Sur l'OMCT, effectivement, et l'état des prisons, c'est vrai que ce problème d'état des prisons, on en entend parler depuis, ça a été aussi l'un des sujets, hein, la conférence nationale. Après la conférence nationale, il y a eu pas mal d'aides de l'Union européenne, notamment pour résoudre ce problème, mais malheureusement, c'est un problème récurrent qui ne semble pas préoccuper les autorités et les différents rapports, hein, que ce soit de l'OMCT ou de l'Observateur international des prisons ou bien de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. À chaque revue des pairs, on sort une liste qui varie entre 180 et 200 recommandations que l'État togolais doit implémenter, doit mettre en œuvre avant la prochaine revue, et la liste s'allonge de revue en revue sans que quoi que ce soit fait. En général, à la veille d'une nouvelle revue ou d'une nouvelle réunion ou d'un nouveau rapport annuel, on se contente d'annoncer des mesurettes, et c'est probablement dans cette optique que la construction d'une nouvelle prison a été annoncée. Mais bon, vous verrez, hein, il ne se passera pas grand-chose. Ou alors, elle a été annoncée justement pour aller ramasser de l'argent chez les bailleurs. Mais une fois qu'on aura retiré les 30, 40, 50% de commissions que l'on se partage, ça fera comme l'hôtel du 2 février, il manque 9 étages entre le 2e et le 11e. Cette nouvelle prison, s'il se trouve que les bailleurs donnent effectivement des fonds pour la construire, vous verrez que sa capacité sera amputée de moins 30% par rapport au projet initial financé, tout simplement parce qu'une bonne partie du budget aura disparu en termes de corruption. Et donc, ça veut dire qu'on aura construit une nouvelle prison. Bien sûr, les premières années, pour des raisons, les préoccupations d'ordre sanitaire, etc., seront en partie résolues parce que la prison sera neuve, mais en termes de surpopulation, etc., on risque assez rapidement de revenir à la même situation. Et c'est ainsi que le pays fonctionne, et c'est triste. Sur la question du grand frère Charles, effectivement, en vous écoutant formuler votre hypothèse, ça m'a fait penser à une réflexion que j'ai eue à un moment donné, quand j'ai lu un livre que je vous invite à lire d'ailleurs, du pasteur Alou, qui est intitulé j'ai oublié le titre, c'est quelque chose d'une balade avec mes souvenirs. Le pasteur Alou, c'est un pasteur d'église presbytérienne du Togo, qui a écrit un livre sur ses souvenirs, etc. Et il y a un passage qui a réellement attiré mon attention et qui m'a profondément choqué.
Et je me suis demandé si, en fait, si ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Il écrivait ceci en parlant du groupe de jeunes qu'ils étaient, en parlant d'un certain nombre de rites initiatiques chez eux, etc. Et en termes de méthode de règlement des conflits entre jeunes gens, il décrivait ceci. Bon, chez nous, quand il y a des jeunes se disputent, etc., les parents les appellent, les convoquent, demandent ce qui s'est passé, et puis on essaie voilà, d'arrondir les angles, de faire en sorte que personne ne perde la face, mais en fait, on sanctionne celui qui est fautif, celui qui a été agressif, on lui demande de demander pardon, etc. Et le pasteur Alou décrit un processus où quand des jeunes sont en conflit et que les adultes les convoquent, on ne demande pas ce qui s'est passé, on ne demande pas comment ça s'est passé, etc. On leur demande de lutter, de se battre. Et c'est celui qui a réussi à terrasser l'autre qui a gagné. Et il continue en disant, mais finalement, dans ce système-là, quand vous savez que vous êtes un peu fréluqué, un peu faible et que vous ne pouvez jamais gagner une bagarre, une lutte, ben finalement, vous auto-censurez. Vous êtes réellement pratiquement à plat ventre à chaque fois et vous veillez à ne jamais vous trouver dans une situation où vous causez du tort à quelqu'un. Vous faites le larbin de tout le monde parce que vous savez que vous n'aurez jamais raison. Et ça m'a fait réfléchir et transposer au niveau de la nation. Bah, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec vous. C'est un peu ce qui se passe. C'est toujours celui qui a les armes et qui peut terrasser les autres, et qui peut tirer, et qui peut bastonner, et qui peut mettre les gens en prison, qui a raison. Et pendant que nous sommes là à parler de démocratie, à parler de constitution, à parler de droits humains, à parler de… mais on est une nation. Comment on sort de ce décalage, de ce hiatus entre deux façons de voir le vivre ensemble? C'est une question qui se pose à nous tous. Hein. Vraiment, c'est… oui, mais considéré comme un problème psychologique, oui, dans un certain sens, oui. Et pourtant, moi, je pensais que c'était ce que nous avons essayé de faire à la conférence nationale. Parce que pour moi, c'était une vraie catharsis où vraiment toutes les couches de la population étaient représentées. Et si on avait réellement voulu faire nation, définir de nouvelles règles de vivre ensemble, etc., c'était l'occasion de le faire. Sauf que les personnes qui étaient mises en cause dans les violences, etc., ont boycotté, ne sont pas venues. Et puis, elles ont essayé de mettre fin à cette séance de catharsis, qui est vraiment une séance de psychologie, de psychanalyse générale d'un grand groupe de population où chacun s'explique, où chacun sort ses griefs et on essaye de trouver un autre mode opératoire pour continuer le chemin du vivre ensemble. Et on a raté cette occasion-là. Est-ce qu'il faudra de nouveau passer par là pour trouver des façons de faire communes, malgré les textes qui existent et qui sont clairs, textes nationaux, textes internationaux, le protocole de la CEDEAO qui définit des règles, etc. Bon faire. Je n'ai pas la réponse réellement à moi seul. Donc, je repasse la parole à Karl. Peut-être que lui a eu des suggestions à nous faire sur… Juste avant de laisser la parole à Karl, je pense que le livre dont tu parles, c'est Rencontre avec mes souvenirs. Voilà, tout à fait, c'est ça. Merci Brigitte. Merci Brigitte. Je vais en profiter pour répondre à la question de Jordan qui concerne la sortie de M. Bawara lors de la messe
d'enterrement concernant Patrick Lawson. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de demander si, par exemple, il y a d'autres questions, mais qui n'abordent pas le volet déclaration Bawara, qu'on puisse les répondre comme ça. Quand on attaque volet Bawara, on ne revient plus sur les autres D'accord, sujets. je vous laisse la main. Une minute, s'il n'y a pas d'autres questions qui se rattachent, bien sûr, à l'exposé de Brigitte concernant le rapport tradition de répression. Hein. À ce moment, il n'y a pas de main levée, il n'y a pas non plus de questions. Ah bah tiens. Il n'y a pas de main. Il y a une main. Kofadia Raimondo veut poser une question, donc on lui donne la parole. Et merci à tous les intervenants, et Madame Brigitte, Monsieur Karl, Fovi Katakou. Et merci à vous, je suis Kofadia Théodore Raimondo. J'interviens depuis Bamako. Et moi, je me pose la question que je me pose après avoir parcouru en partie, je ne vais pas faire la totalité, mais en partie, le rapport de Tournons la page, que j'apprécie beaucoup, tant bien que je n'ai pas terminé. Donc, je me pose la question de savoir, devons-nous rester inactifs face à cette situation de répression? Ça ne fait que perdurer, ça ne fait que durer dans le temps. Quelle stratégie allons-nous adopter? C'est surtout la question qui me revient à moi. Donc, je renvoie cette question et à cette auguste assemblée d'essayons de voir ensemble quelle stratégie allons-nous mettre sur pied pour faire freiner cette violence. C'est triste qu'on nous parle d'une organisation de jeunes pour aller vers d'autres jeunes, les donner une formation citoyenne. Le maire est d'accord, on s'est préparé, tout, on nous dit il faut envoyer une lettre au ministre, ce qui veut dire il faut explicitement l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Ça revient un peu comme ce que le professeur David Dessay disait la fois dernière. Pour faire une latrine dans quelle préfecture, je ne me souviens plus, je crois que c'est à Tapamé, il faut l'autorisation. À Sama, il faut une autorisation. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de subir de façon passive cette dictature. Ça continue dans le temps. Quelle stratégie il nous faut adopter? Okay. Je m'arrête là. Merci à vous. D'accord, merci. On prend l'autre de la question. J'aimerais voir avec Brigitte rapidement. On peut répondre à cette question et puis s'il n'y a plus d'autres mains, on va aborder la question de notre frère Jordan sur la sortie de Bawara. Non, je vais répondre en essayant d'être brève. Hein. C'est continuer de documenter parce que même si des tribunaux aujourd'hui sont totalement acquis au régime et qu'on ne peut pas espérer de suite judiciaire au Togo tout de suite aujourd'hui, il y a dans un temps relativement court des actions qui peuvent être envisagées au niveau des tribunaux internationaux. Et puis, à l'avenir, une fois que c'est documenté, il y a certains faits qui sont des faits imprescriptibles suivant la loi togolaise. Et le jour viendra où les gens seront appelés à rendre compte. Donc, documenter et utiliser toutes les actions envisageables. Ce que le Togolais n'a pas l'habitude de faire. On baisse vite les bras, on dit oh, faut laisser, de toute façon, on n'y arrivera jamais, on peut rien faire, ils sont là, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme le dit Fovi souvent, ce qui est important, c'est le peu que moi je vais manger aujourd'hui. Si Dieu me donne ce que je vais manger et si j'ai un finalement, ouais, et puis on va abandonner tout ça parce qu'on n'y arrivera pas. Et ce faisant, on oublie que notre force est dans le nombre que nous sommes
Nous sommes des millions et des millions à être réellement brimés ainsi par ces tortionnaires. Le jour où nous levons et que nous décidons que c'est fini, que ça suffit, voilà. Ben, il y a des mains, le 5 octobre, ils pensaient avoir réellement tout verrouillé, qu'il y avait pratiquement autant d'indices dans les taxis, etc., qu'aujourd'hui. Et pourtant, ben, quand on s'est levé, voilà. Mais c'est documenté, mener toutes les actions, mais les mener de manière organisée, structurée. C'est la raison pour laquelle nous, on regarde avec un peu de scepticisme tous ces discours de gens qui disent « Oh, ben, finalement, les organisations de la société civile, ça ne sert à rien. Les partis politiques, ça ne sert à rien. Il suffit d'être patriote et on va y arriver. Et en étant patriote, on va chasser la dictature. » Comment est-ce qu'on peut chasser un système aussi organisé, structuré, équipé, ayant autant d'argent à sa disposition si on n'a pas le minimum d'organisation et de structuration de nos actions qui sont toutes des actions pacifiques, les mains nues contre une dictature. Je vous invite, Phoebe peut en parler, peut-être que ça vaudrait le coup un jour qu'on fasse une note de lecture autour de cet ouvrage sur comment faire tomber une dictature quand on est seul, tout petit et sans argent. Mais c'est du travail, c'est de l'organisation. Il n'y a pas d'autre moyen, malheureusement. Et les stratégies, elles existent, elles sont documentées, et c'est à nous de les adapter à notre contexte local. Mais voilà, quoi, allons-y. Si d'autres peuples, d'autres pays, d'autres dictatures y sont arrivés avant nous, pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas? Et en plus, on y était presque à certaines périodes. Merci Brigitte. On a une dernière main, ça va être la toute dernière, je pense, Abel Cové. On lui donne tout de suite la parole et puis après on retrouve Cal pour répondre à la question sur la sortie de Bahreïn. Abel? Oui, je suis là, vous me recevez? Oui. Allez-y, Abel, on vous écoute. Merci, bonsoir au panel, bonsoir à tout le monde. Je suis Abel Cové, j'interviens depuis Bamako. Ce que je voudrais dire, je crois que la grande sœur Brigitte l'a effleuré un tout petit peu, c'est par rapport à la question de Raimondo que je voudrais intervenir un peu. Ce n'est pas vraiment une question que je voudrais poser. Notre problème, en tout cas je le pense aujourd'hui, la majeure partie de la population togolaise est jeune, elle a moins de 30 ans. Et c'est une richesse énorme pour faire tomber une dictature. Elle parlait tout à l'heure de l'ouvrage de Popovic Raja, comment faire tomber une dictature quand on est seul, tout petit, sans armes et sans argent. C'est une question d'organisation. Et quand moi je lis toujours cet ouvrage-là, à chaque fois que je le relis et je le relis encore, ce que je trouve, c'est qu'il y a 1001 occasions chez nous pour pouvoir galvaniser la jeunesse togolaise. Ce qu'il faut, comme le dit souvent Fovi, c'est qu'il faut un discours constructif pour nous. Il faut changer la mentalité. Il faut enlever les discours comme quoi on envoie les gens à l'abattoir, comme quoi c'est pour les politiciens. Non, moi je dis souvent, dans une dictature, on n'a pas besoin de parti politique. On en aura besoin plus tard, mais on a besoin d'une organisation bien structurée, bien solide. Il faut qu'on fasse comprendre aux jeunes Togolais aujourd'hui que dans ce climat, par exemple, ils n'ont aucun avenir. Ils n'auront d'avenir qu'à l'étranger. Ils ne seront jamais chez eux. Ils n'auront jamais leur chez, en fait. Il faut qu'on fasse comprendre aux jeunes Togolais aujourd'hui. Et il faut faire intéresser tout le monde à la chose publique. Et ce n'est pas les choses qui manquent. Par exemple, la vie chère aujourd'hui. Ça touche même à ma grand-mère qui est dans son hameau, quelque part derrière Aguerin, Kouka, peut-être, je ne sais pas. On a tellement d'éléments aujourd'hui. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut construire ça? Il faut que nous trouvions un moyen de communication très adapté.
Il faut que tous les hameaux, tous les villages et toutes les villes du Togo soient touchés par un message qui nous réunisse. Et ça, je pense que ce n'est pas une question des partis politiques. C'est une organisation civile très bien structurée qui fera l'affaire. C'est ce que je voudrais ajouter par rapport à la question de Raimondo. Et comme l'a dit la grande sœur, je pense bien qu'il faut organiser un webinaire par rapport à cet ouvrage-là. C'est tellement très bien écrit que quand vous le lisez et vous faites un petit film dans votre tête par rapport au pays, je te dis demain la dictature peut tomber, quoi. Merci beaucoup. Abel Kové, on va retrouver Carl sur la question de notre frère Jordan qui est relative à la sortie. Oui, oui, rebonjour à tout le monde. Hein. Je pense que sur tous les réseaux, vous avez vu effectivement des vidéos, des propos, des réactions concernant l'intervention de Gilbert Bawara lors de la messe des funérailles concernant Patrick Lawson. Hein. Patrick Lawson, pour vous le rappeler, est l'un des plus importants dans ces 40-50 dernières années, est l'un des plus importants porte-parole de l'opposition togolaise, de la lutte de libération du peuple togolais sous le joug de la dictature de Gnassingbé depuis 1967. Ce discours-là, je ne veux pas rentrer dans la forme ou dans le détail de tout le discours, mais ce que ce discours a dénoté, pour moi, c'est une attaque en règle de toute l'opposition togolaise qui a été proférée par M. Bawara. Je m'étonne que sur les réseaux, la plupart de nos compatriotes ne se sont pas posé une simple question. À qui profite le crime? Qui est M. Bawara? Au service de quel système est M. Bawara? M. Bawara est au service du système RPT Unir. Et comme vous l'a rappelé lors de son intervention, Brigitte Améganvi, il a fait la promesse qu'il ne va plus jamais se reproduire au Togo ce qui s'est passé le 19 août 2017. Le 19 août 2017, tout le peuple togolais s'est réveillé et M. Bawara et tout le système RPT Uni ont été surpris et ils ont juré que plus jamais le peuple togolais n'aura les moyens de pouvoir se lever pour pouvoir et contester leur pouvoir. Leur pouvoir que Brigitte Améganvi vous a bien décrit, parce que pour eux, c'est une lutte. Une fois qu'ils possèdent, ils vous mettent à terre et qu'ils possèdent les armes, ils possèdent tous les outils pour pouvoir régenter le pays, plus jamais ils lâcheront ce pouvoir. Et leur objectif, c'est depuis très longtemps, c'est de détruire l'opposition togolaise. Ils sont arrivés effectivement avec certains opposants recto verso de signer des accords politiques. Mais sachez que le cœur de l'opposition togolaise, le cœur du peuple togolais est toujours vivant, est toujours debout, droit dans ses bottes. Et cette opposition-là, c'est cette opposition-là que Bawara veut détruire en attaquant l'un des ambassadeurs que vous-même, Togolais, vous avez envoyé dans les diverses négociations, l'APG, tous les accords qui ont été signés avec ce pouvoir-là, parce que ce pouvoir-là, par le biais de la France, par le biais de Chirac, ils avaient décrété avec Gilchrist Olympio, si vous vous rappelez bien, la paix des braves, avec une promesse du dictateur Gnassingbé qui disait que lui, parole de soldat, il allait respecter cet accord-là. Donc, vous comprenez, c'est l'un de nos ambassadeurs que nous-mêmes nous avons envoyé qui est aujourd'hui attaqué. Et quand un de vos ambassadeurs est attaqué par votre ennemi, c'est une rupture de la trêve. Cette trêve-là qui dure depuis, effectivement, ce semblant de parole du général, qui est qu'il n'y aura pas de guerre civile au Togo. On trouvera d'autres moyens de pouvoir mener cette lutte-là d'une manière pacifique, sans violence. Et Bawara vient de rompre cet accord-là en défiant l'opposition, en tentant effectivement d'assassiner cette opposition-là.
Togolais, soyez lucides, ne soyez pas naïfs, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes attaqués au cœur même de ce qui fait que vous vous battez. Vous vous réveillez tous les matins pour changer le destin de ce pays-là. C'est d'être des militants engagés, c'est d'être une population toujours debout pour affronter cette dictature-là. Ce n'est pas les propos de Bawara, malaisé lors d'une cérémonie de funérailles, là où il y a toute l'opposition debout pour honorer son fils qui vient de faire le grand voyage, qu'il tente de nous poignarder. Ça ne marchera pas. Votre devoir aujourd'hui, c'est d'être lucide, de comprendre que l'objectif de cette attaque, c'est de nous détruire. C'est une guerre qui a été engagée par Bawara et ses donneurs d'ordre d'en finir définitivement avec l'opposition. Nous resterons debout et nous sommes debout. Donc, ayez confiance à vos militants, ayez confiance à vos organisations, ayez confiance aux hommes qui se lèvent, qui se battent au mépris de leur vie pour essayer de garder la flamme allumée. Donc, c'est à vous d'être conscient, de ne pas écouter sur les réseaux les gens qui font le service après-vente de Bawara. La question est de savoir, est-ce que nous serons suffisamment dignes? Car notre grand frère vient à peine d'être enterré qu'on veut effectivement souiller tout notre combat. Je vous demande d'être vigilant. Je vous demande de garder le sang-froid. Je vous demande de ne pas être émotif. Ce qui nous arrive, c'est une déclaration de guerre. Et cette déclaration de guerre, vous devez être mobilisés pour affronter l'ennemi, parce que l'ennemi veut vous effacer de la terre de nos aïeux. J'en ai fini. Merci à tout le monde. Merci à Carl. J'attends que Rodrigue reprenne. Voilà, Rodrigue, vas-y. Oui, Pascal, il y a une main levée. Pascal, on prend Pascal et puis rapidement on retrouve. Pascal est là. Oui, Pascal, vous avez la parole. Merci. Je voulais intervenir par rapport à la dernière intervention que Carl vient de faire. Je dirais que ceux qui sont dans la diaspora, surtout en Europe, dans les grandes démocraties, ne nous aident pas, surtout le bas peuple, à évoluer. Et c'est eux qui sont les premiers responsables à détruire l'opposition, à affaiblir l'opposition, à décourager le peuple. Je ne sais pas à qui ça va profiter. Il vient de dire à peine que Patrick est enterré, on voulait souiller, ça a commencé même bien avant l'enterrement. En fait, dans la grande démocratie, moi, j'ai vu des trucs que même un animal qui est en danger, l'État intervient pour le sauver. Même si le chef de l'État a envoyé son médecin personnel pour aller voir le vice-président, je ne sais pas, je ne vois rien de mal. Et je me dis, les biens de notre cher pays doivent profiter seulement à certains. Et les petits bandits, ceux-là qui sont au pouvoir, utilisent nos biens, gaspillent nos biens dans les cuisses de leurs copines, dans n'importe quoi. Un grand leader politique malade, l'État en question intervient d'une manière ou d'une autre, et c'est ceux-là qui sont dans la grande démocratie, qui voient les choses, qui sont clairs devant eux, qui cherchent à détourner le peuple, à dire n'importe quoi au peuple, et le peuple, si je dis le peuple, le bas peuple, va croire à ces gens. C'est regrettable, c'est malheureux. Je me dis,
est-ce que nous voulons vraiment ce changement? Nous voulons vraiment détrôner ce pouvoir? Je regrette. C'est malheureux. D'accord, merci Pascal, on vous a écouté. Et l'homme, je crois qu'il n'y a plus d'autres points. Hein? Oui, alors merci. Oui, effectivement, il n'y a plus d'autres mains. On va donc repasser la parole à Brigitte. Parce que bon, il faut préciser que la question de Jordan, donc Carl a tenu à y répondre, mais normalement, ce n'est pas le cœur de ce webinaire. Donc, on va se recentrer sur le webinaire et redonner la main donc, à Brigitte pour qu'elle continue justement par nous présenter ce rapport de Tournons la page. Oui, je reviens sur un sujet qui est effectivement à cheval entre le rapport et la question de notre camarade Jordan. Vous vous souvenez bien, quand je présentais le rapport, j'avais dit qu'il n'avait pas couvert l'aspect crimes économiques et sociaux, mais ce n'est pas parce qu'on a délibérément voulu occulter ces crimes, mais c'est parce que il y a un travail qui se poursuit sur ce sujet. Mais en quoi cela rejoint la question en cours de discussion et qui a été posée par Jordan? C'est que voilà un système qui est au pouvoir au Togo depuis pratiquement 60 ans. Le 13 janvier 2023, en fait, ce régime aura été au pouvoir pendant 60 ans et qui vient à un micro dans une église, devant un public, pour vous expliquer qu'en 60 ans, ils n'ont pas été en mesure de construire un hôpital de référence digne de ce nom. Le seul hôpital qui existe encore au Togo, c'est l'hôpital de Tokoin, qui a été inauguré en 1958, si j'ai bonne mémoire, et qui est qui est dans un état de délabrement et de dénuement, qui a été exposé sur les réseaux sociaux il y a quelques années par le personnel médical totalement excédé. Et donc, ces gens-là viennent vous dire, comme on n'a pas eu le temps de construire un hôpital où tous les citoyens peuvent se soigner, finalement, nous avons choisi notre ami et nous avons décidé de l'évacuer pour qu'il aille se faire soigner en France. Et ils sont fiers et ils le disent et ils se glorifient. Mais théoriquement, ils devraient avoir honte, ces gens-là. Théoriquement, ils devraient avoir honte d'avoir fait ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont dit là. Mais enfin, je ne sais pas en quoi on peut louer la générosité d'un chef d'État ou d'un régime qui a été aussi carent pendant si longtemps. Et la deuxième remarque que je voulais faire au sujet de cet acte qui a été posé, c'est que ce régime se fait fort d'être un régime de dialogue. On parle de dialogue, de ceci, de médiation, etc. Et la personne qui, au sein des forces démocratiques, est toujours volontaire désignée pour aller au dialogue, et voilà qu'on le fusille. Les états de service de feu Patrick Lawson, on le connaît, sans remonter jusqu'aux accords du 12 juin de 1991. Moi, je peux citer, dans un passé récent, l'accord politique global. Il en était avec Eric Amardine, il représentait l'UFC dans la négociation de ces accords. Dans les accords de 2010 qu'on a appelé la paix des braves, il était le représentant du même Chris Olympio. Le dernier cadre national de dialogue, etc., c'est lui qui représentait l'ANC à ces dialogues-là. Mais ce que je note comme caractéristique, c'est que lorsqu'il va à un dialogue et lorsqu'il voit que ce dialogue est en train d'accoucher de résultats qui ne vont pas dans l'intérêt de la population, il se retire. Et c'est comme ça qu'il s'est retiré du dernier, comment on l'appelle,
etc., du cadre national de dialogue, et ils se sont retirés. Et c'est peut-être de ça que le système RPT UNIR veut se venger, parce que cette fois-là, il pensait vraiment avoir réussi à intuber complètement l'opposition et à se débarrasser de toute opposition. D'ailleurs, vous vous souvenez bien qu'ils ont commencé à chanter victoire quand Kondi Alba avait déclaré qu'il n'y avait plus d'opposition au Togo, etc. Donc, deux faits sur lesquels, moi je dis toujours, enfin, il y a un précepte qui dit « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes », mais le régime RPT UNIR, en permanence, se prévaut de ses propres turpitudes, que ce soit sur l'absence d'hôpital où les citoyens peuvent aller valablement se faire soigner, ou que ce soit sur le fait que dans les dialogues, il faut bien être deux pour dialoguer, sauf si… et ça veut dire, et comme le disait Karl en termes de déclaration de guerre, et ça veut dire que la prochaine fois qu'ils vont appeler au dialogue, eh ben, ils n'auront plus personne en face. Et là, on arrivera véritablement à l'affrontement, parce que plus personne au Togo ne croira ces gens-là lorsqu'ils viendront appeler au dialogue, parce que leurs dialogues sont fondamentalement insincères et iniques. Voilà ce que je voulais dire pour ajouter un point à ce que Karl a dit en réponse à la question de Jordan. Pour en revenir au rapport, effectivement, on n'a pas véritablement parlé des recommandations et de ce qu'on peut faire et comment on peut l'utiliser. Bon, lisez les recommandations. Déjà, il y en a un certain nombre à destination des autorités togolaises, mais celles qui sont destinées à la société civile, que nous sommes tous, à partir du moment où nous sommes citoyens et nous ne sommes pas au pouvoir, nous faisons partie de la société civile. J'en ai donné une définition assez précise dans le webinaire, je crois que c'était celui du mois dernier, donc je vous invite à revisionner la vidéo. C'est que continuons à travailler, continuons à nous mobiliser, continuons à nous conscientiser et à conscientiser autour de nous, parce que c'est vraiment de proche en proche. Dans un régime aussi répressif que celui-là, quand on sait ce qui est arrivé aux jeunes de Nubweke, quand on sait ce qui est arrivé à des jeunes qui, à un moment donné, se sont lancés sur les réseaux sociaux à faire un truc de Tiger, révolution, etc. Une révolution, ça ne se fait pas en public, ça se fait en se structurant dans des petits cercles de confiance pour éviter d'être complètement noyauté par des syndics du régime. Et vous le savez, le régime a réellement renforcé, reconstitué, et même bien largement au-delà, ses ressources en termes d'infiltration de toute la population, comme c'était le cas dans les années 70-80, au plus fort de la dictature. Donc, regroupez-vous par petites cellules de confiance, et voilà, organisez-vous, structurez-vous. C'est exactement comme ça que ça s'est passé dans les années 88 à 90, et ça a donné le résultat que l'on sait en 80. Voilà, le 5 octobre 90. Sinon, bon, nous, personnellement, on est assez réticents à ces grandes nouvelles, ces grands appels qui circulent sur les réseaux sociaux du genre « unissez-vous, unissez-vous ». Bon, OK, on est d'accord que l'union fait la force. Mais dans le cas de notre régime togolais, une union prématurée, et je me répète, elle nous dessert parce que c'est le meilleur moyen de se faire infiltrer par les gens qui font le service après-vente du régime, et c'est le meilleur moyen de nous détruire. Et c'est vrai que, bon, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Abel, moi je dirais que notre responsabilité en tant que diaspora,
c'est véritablement d'aider les gens qui sont au front sur le terrain. Parce que nous, au moins, nous sommes dans des pays démocratiques. Notre sécurité n'est pas en jeu. On ne va pas nous emprisonner, alors que les gens qui sont sur le terrain sont véritablement exposés. Donc, c'est à nous de voir tout ce que nous pouvons faire pour les aider, tout ce que nous pouvons faire pour mettre en valeur et mettre en évidence les informations qu'ils peuvent nous envoyer. Et la plupart des actions, et surtout les actions à l'international, c'est à nous, membres de la diaspora, de les mener. Or, ce que l'on note, c'est que malheureusement, une partie de la diaspora togolaise est celle qui est la plus destructrice des forces démocratiques. Et le pouvoir le fait exprès. C'est que, effectivement, tout ce que nous avons, c'est un pouvoir qui tient énormément à son image à l'international, parce que ça leur permet, effectivement, une fois qu'ils ont mis la chape de plomb sur ce qui se passe à l'intérieur, de se pavaner en se faisant passer pour les hommes de la paix, médiateurs de ceci, dans telle crise, etc. Ce régime fournit des forces dans presque toutes les forces de maintien de la paix de l'ONU à gauche à droite. Donc, de ce fait-là, il bénéficie déjà d'une certaine indulgence de la part des puissances occidentales. Mais en revanche, quand nous menons des actions à l'international pour informer les populations des pays dans lesquels nous vivons de ce qu'est cette dictature, je vous assure que ça fait mouche. Donc, si nous devons reprendre nos mobilisations à l'international, comme nous l'avons fait dans les années 2017, même si nous ne sommes que 10, 12, voilà, c'est utile, ça sert. Et à partir du moment où ça vient en synergie, en convergence avec les actions de ceux qui se battent sur le terrain courageusement, je pense que c'est bon pour le Togo, c'est bon pour le vivre ensemble. Et c'est comme ça que nous réussirons effectivement à faire bouger les lignes. Voilà. C'est important de continuer à travailler. Moi, personnellement, j'estime que les Togolais nous ne travaillons pas suffisamment. Nous ne mobilisons pas et nous ne mettons pas tous les moyens qui sont à notre disposition au service de cette cause, malgré le caractère atroce de la dictature que nous avons en face de nous. Nous devons en faire plus parce que nous avons affaire à un adversaire coriace et nous n'avons que nos mains nues pour en venir à bout. Voilà ce que je pouvais dire pour compléter, pour conclure sur le rapport. Voilà. Bon, il y a le volet économique, effectivement, qui est aussi tout un chantier, hein, que nous documentions et que nous rassemblions les éléments. Et ça sera utile un jour, parce que le jour où cette dictature tombe, il faudrait que nous ayons défini à l'avance quels sont les points névralgiques qu'il faut contrôler, quelles sont les mesures d'urgence qu'on doit mettre en place et comment récupérer, retrouver réellement l'indépendance de ce pays, comment récupérer et retrouver les ressources de ce pays pour les mettre véritablement à la disposition des populations, parce que ces ressources-là leur appartiennent. Nous avons le devoir de les mettre à la disposition du développement et du bien-être social. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si… Merci Brigitte. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, nous vous remercions, mais avant de vous quitter, vous avez bien compris que les rendez-vous de Togo Debout ont lieu tous les derniers dimanches du mois. L'objectif de ces rendez-vous, c'est de vous éclairer, c'est de vous donner du matériel, c'est de vous donner des arguments, c'est de vous donner des outils que vous devez lire, consulter
consulter, rechercher. Comme le disait Brigitte, on a constaté que nos compatriotes ne travaillent pas suffisamment sur la cause de notre pays. Il y a énormément de dossiers à traiter. Il y a énormément d'actions à mener, des actions de lobbying. Et pour l'action de lobbying, comme vous l'avez compris, notre grand frère Charles Cuisse nous en parlait tout à l'heure, il y avait un document qui s'appelle La stratégie de la terreur, qui est un document qui résume bien toutes les actions qui ont été et les méfaits du régime du dictateur Étienne Eyadema. Là, vous avez également le rapport de l'ONU de 2005 concernant les turpitudes de Faure Gnassingbé pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons TLP qui nous donne effectivement un matériel bien documenté. C'est à vous d'aller les consulter, ces matériaux. C'est à vous de les partager, de les réseauter, de contacter les journalistes, de contacter les ambassades, de contacter toutes les institutions pour les informer parce que vous êtes les meilleurs ambassadeurs du Togo. Plus l'information circule sur la réalité de ce pouvoir, plus facile est notre combat. Car nous mettons la pression effectivement avec ces documents, ces réalités, nous mettons la pression sur les différentes institutions qui font le sourd, qui sont aveugles aujourd'hui, parce que leurs yeux sont tournés ou leurs intérêts sont sur d'autres cieux. Donc, je vous invite vraiment, après ce webinaire, on va vous envoyer les liens, partagez-les parmi votre réseau, n'hésitez pas à nous contacter, sachez que Togo Debout est toujours debout. Nous sommes là à votre service. Que vous soyez d'un parti politique, quels qu'en soient les partis politiques, d'opposition, j'entends, au Togo, société civile, rejoignez-nous, accompagnez-nous. Vous n'avez pas besoin effectivement de vous identifier auprès de Togo Debout. Utilisez notre site internet, utilisez nos liens, divulguez nos informations parce que la vérité est révolutionnaire. Et nous, c'est la révolution qu'on veut au Togo. On veut que ça change. Il faut faire basculer ce régime. C'est pour ça, comprenez, l'action de Bawara est une déclaration de guerre à l'opposition togolaise. Ne tombez pas dans le piège de partager ces éléments. Vous pouvez le faire, mais expliquez. Qui est Bawara? Pourquoi il a posé cet acte-là? Quels sont leurs objectifs? Ils veulent nous détruire. Ils tentent de nous détruire, mais nous sommes encore debout. Et c'est à vous de résister. Quelles qu'en soient vos obédiences politiques, quelle qu'en soit votre ligne politique, du moment que vous avez décidé que vous êtes de l'opposition togolaise et que vous voulez combattre ce régime-là, concentrez-vous à défendre l'honneur, le travail de l'opposition, chacun dans son camp. Quand on touche à un opposant, on touche à toute l'opposition. C'est ce que vient de faire Bawara. Et c'est ce que Togo Debout va défendre. On a touché à un opposant, donc on touche à toute l'opposition. N'ayez pas froid aux yeux, n'ayez pas honte, assumez. Un jour, l'histoire vous dira la vérité. Je vous remercie. Prochain rendez-vous, on reviendra, comme vous l'a dit Brigitte, sur d'autres aspects du pouvoir, sur le plan social, sur le plan économique, sur les hommes, sur la nomenclatura, sur le système des Gnassingbé pour essayer de faire taire la population togolaise. Je ne sais pas si Brigitte a quelque chose à rajouter pour pouvoir conclure. Oui, je voulais préciser que le dernier dimanche du mois de décembre, c'est le 25 décembre, donc il n'y aura pas de webinaire. Déjà. Ah oui, mais merci. Voilà. Et puis, en gros, on va se préparer pour le 13 janvier. Hein, voilà. Et préciser que sur YouTube, sur le compte YouTube de Togo Debout, et pour identifier le bon compte YouTube de Togo Debout, vous aurez c'est celui qui porte l'image du logo Togo Debout avec la dame aux dreadlocks, parce qu'il y a des alias. Alors, partagez, les émissions sont enregistrées assez rapidement, on les met en ligne, soit en entier, soit certains extraits qui sont plus faciles à partager. Donc, n'hésitez pas à les consulter et à les partager pour que réellement ils soient diffusés. Et c'est comme ça que progressivement,
on réussira à mobiliser du monde. Et je vous signale particulièrement l'extrait du mois dernier où je fais une définition sur qu'est-ce que c'est que la société civile, qu'est-ce qui distingue les objectifs et le mode de fonctionnement des organisations de la société civile de ceux des partis politiques. Et c'est important que nous parlions le même langage et que nous ayons une définition consensuelle des concepts que nous utilisons. Voilà, merci réellement de votre attention. Voilà, je repasse la parole à Rodrigue pour une conclusion, s'il est là. Et sachez que maintenant, la CET sait faire des délestages ciblés par maison. Avant, c'était tout un quartier, etc. Mais quelqu'un a testé la semaine dernière le fait qu'ils sont en mesure de cibler une maison et de couper le courant dans un domicile précis. C'est peut-être ce qui est arrivé à Rodrigue. On va dire merci à Cash Power peut-être. Mais alors, je pense que Rodrigue ne nous reçoit pas puisque là, il n'a pas son micro activé. Carl, donc... Merci, à la prochaine. Et l'homme. Merci à tous et bonne fin de week-end et bonne semaine.